Et nous voici de retour pour cette deuxième partie de Star Trek 2009. Renaud, c'est à toi de nous parler de Kirk sur Delta Vega. Exactement, où il va être poursuivi par un premier monstre. Et là, comme tu parlais, Absol, tout à l'heure, en fait, le jeu d'échelle, c'est-à-dire on va voir un monstre apparaître de loin, on n'arrive pas trop à voir les dimensions qu'il a, et au fur et à mesure qu'il se rapproche, on se dit, mais non, il va pas être encore plus énorme, encore plus énorme. Et au dernier moment, là où tu te dis, vraiment, Kirk est dans la merde, t'as un monstre qui bouffe ce second monstre, donc encore plus imposant. Demogorgon. Demogorgon, yeah. Et donc après petite chute et péripéties en tout genre, Kirk va se retrouver dans une sorte de grotte où il va être sauvé par un mystérieux personnage qui n'est autre que un Spock, pas du futur, mais plutôt d'une autre... Aussi, c'est Spock du futur. Comme Ouais, on dit Frank du futur, c'est Spock du futur. C'est un Spock d'une autre... D'une autre timeline. Ouais, mais c'est long à dire, donc on va dire Spock du futur. Spock et, et une référence à Star Wars assez étonnante dans cette scène de la part de J.J. Abrams. Parce que justement la scène du petit monstre qui se fait bouffer par le gros, c'est dans l'épisode 1, sous l'eau, quand il passe par le centre de Naboo. Oui, tout à fait, avec le poisson, les poissons qui sont bouffés, ouais. Et moi ça m'a beaucoup surpris parce que il me semble que J.J. Abrams fait partie des gens qui détestent la prélogie. Après, t'as aussi la planète sur laquelle il atterrit. Enfin, moi j'ai vu Hoth. Hein. Tant qu'on est dans les références à Star Wars, pour moi la planète où il atterrit, c'est pas Delta Vega, hein, c'est Hoth. Hein. Enfin, Après le souci c'est que en même temps, tu as l'impression que malgré toutes les planètes ou univers que tu peux voir dans ce film, t'as pas une énorme aussi imagination au niveau des planètes. T'as une planète de glace, tu vois, c'est très standard en fait. Tu ne voyages pas en fait. T'as pas l'impression de voyager. Mais je pense qu'on en parlera plus tard. Ça. On va peut-être avancer parce qu'il commence à se faire tard. Non, voilà, après, pour continuer rapidement, voilà, donc vieux Spock qui va expliquer en fait d'où il vient et donc raconter qu'en fait les raisons de Nero par rapport à cette haine qu'il a envers le nouveau Spock, c'est parce que Spock était censé en fait sauver cette planète, mais qu'il n'a pas réussi à le faire. Et que il est arrivé trop tard, ouais. Exactement. Et que suite à ce sauvetage, en tout cas cette tentative, ils ont basculé en fait sur un autre univers en fait. Et donc là, en voulant chercher de l'aide sur cette planète, ils vont tomber sur le personnage de Montgomery, joué par Simon Pegg, qui en fait et qui sera le créateur en fait du transport en distorsion, on va dire, pour faire simple, et qui va pouvoir aider ainsi Kirk, ainsi que lui-même en fait Montgomery, parce que enfin pardon pas Spock mais Kirk et Montgomery vont pouvoir en fait grâce à cette création en fait revenir sur le vaisseau de Spock et ainsi essayer de faire en sorte un épisode de Tom et Jerry. Ah ouais? Mais pourquoi? Non, ça t'a pas fait ça le coup dans le tuyau? J'avais l'impression de me retrouver dans Tom et Jerry. Ah si, je suis entièrement d'accord. Ça faisait très dessin animé cartoon quoi. Enfin, le mec il se fait téléporter, il aurait pu se faire téléporter à l'extérieur, tu vois, il serait mort, on n'en parlerait plus, tu vois. Non, il fallait qu'il finisse dans le tuyau et qu'il se fasse comme ça emporté par le courant, machin et tout. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir zappé et de m'être retrouvé en face d'un cartoon en fait. C'est une scène qui se rajoute en fait aux tentatives comiques qui sont en fait très 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 moyennes en fait. Ouais, c'est ça. Je veux dire, tu te tapes pas une barre en regardant ça malheureusement. Ouais. Enfin, c'est une scène pour être là, mais ça n'apporte rien. Je veux dire, ça ne rend pas plus drôle le personnage de Montgomery parce que déjà le personnage de Simon Pegg, je sais pas si vous aviez vu, mais justement la série qu'il avait fait avec Edgar Wright, on est vraiment dans le personnage qu'il a dans cette série Spaced. Et je veux dire, il n'a pas besoin de scènes comme celle-ci pour le ridiculiser, pour qu'on rigole. Je veux dire, quand il t'explique que pour la téléportation, il t'explique de viser, ça équivaut à viser une balle avec une balle, les yeux bandés sur un cheval au galop. Enfin voilà, juste ça, ça te fait bien marrer, t'as pas besoin de le tourner en autodérision. Voilà, et donc du coup, ils sont considérés comme des intrus. Et Kirk va donc pousser Spock dans ses retranchements pour prendre le contrôle de l'USS Enterprise. Exactement. Voilà. Et donc là, Kirk, en fait, après avoir pété un plomb, voilà, il va parler avec son père, et en fait, son père va lui expliquer qu'en fait, voilà, il avait choisi sa mère parce que vraiment, il éprouvait des sentiments. Il va expliquer à Kirk, à Spock, pardon, qu'il faut pas chercher, au final, voilà, en fait, il faut accepter cette caractéristique qui le rend unique, que c'est ça justement qui va le différencier et qui va le rendre encore plus fort que les autres. Et là, lorsqu'en fait toutes les menaces sont détectées, le groupe est à nouveau uni et qu'une stratégie est en place. Là, en fait, donc on a Spock et Kirk qui vont se téléporter sur le vaisseau ennemi et où l'ennemi va crier Spock.
Qui rappelle, alors est-ce que c'est une référence à Cannes? Cannes? Je ne sais pas. Comment tu connais cette référence, toi? Star Trek Into Darkness, désolé. Et oh, spoiler, Ah, t'es pas censé l'avoir. spoiler, ouais. Oups. Non, je ne sais pas si c'est une référence. Moi, en fait, je vois juste des références qui... Tout seul, en fait, j'ai l'impression. Depuis tout à l'heure. Il y a un moment où Spock se gratte le nez, je pense que c'est une référence à Monty Python. Ok. Et donc, ouais, pour continuer, donc, bon, vu que là, il n'y a pas forcément besoin de trop partir dessus, vu qu'on arrive sur quand même le dernier acte. Oui. Donc là, les ennemis arrivent donc sur la planète Terre, où là encore, ils vont jeter cette encre pour essayer de perforer la Terre. Et de là, en fait, voilà, Spock va lui conduire un vaisseau, le vaisseau du Spock du futur, et commence à comprendre qu'il y a quelque chose peut-être qui le concerne un peu plus en détail. Et de là, au final, Spock Qui va lancer... contient la matière rouge. Exactement. Qui va lancer contre ce vaisseau juste au dernier moment avant d'être téléporté justement par Montgomery, ainsi que Pike et Kirk qui se trouvent à un autre endroit. Ouais. Et de là, après, voilà une scène où on a l'ennemi qui va insulter une dernière fois les héros qui vont proposer de le sauver. Bon, on a l'impression que presque c'est une proposition de sauvetage, mais sans trop y croire. Et ensuite, ils se retrouvent bloqués comme des couillons parce qu'ils n'ont pas pris assez de distance. Exactement. Voilà, donc ils se retrouvent bloqués dans l'attraction du trou noir. Du coup, s'ensuit une scène un peu ridicule où ils essaient de s'en sortir. Et enfin, donc les scènes de fin où Spock va rencontrer le Spock du futur, où ils vont un peu expliquer leur rôle dans la suite. Donc le Spock de cette timeline, du coup, va continuer son aventure dans l'Enterprise avec Kirk. Et le Spock du futur va devenir l'ambassadeur et va un petit peu gérer les affaires vulcaines pour leur retrouver une planète. Et enfin, Kurt reçoit du coup une médaille pour avoir sauvé la Terre et devient le nouveau capitaine de l'USS Enterprise. Il reçoit une médaille comme à la fin de Star Wars épisode 4. C'est ça. Je l'attendais celle-là. Mais tu vois, c'est au moment où tu l'as dit que là ça paraissait évident, j'ai même pas capté, tu vois. Voilà. Donc voilà, et on a enfin fini. Ah oui. Et du coup, la scène de fin, moi, ce qui est super étrange, je parlais de la tentative de sauvetage, je y crois pas trop. Enfin, la proposition de sauvetage, c'est pas super bizarre qu'ils s'amusent à leur tirer des torpilles dessus, alors que de toute façon, ouais, moi j'ai trouvé ça malsain. Qui propose de le sauver, il le voit chier, il aurait pu juste le laisser en mode bah vas-y crève tout seul quoi, tant pis. Et se barrer justement pour éviter d'être bloqué dans l'attraction. Et au lieu de ça, ils ont préféré lui tirer dessus. Alors, ah pardon, vas-y. Non du tout. Non, vas-y, Dragon. Non, en fait, parce que en fait, du coup, j'ai l'impression que on a été vachement négatif sur le film tout le long des histoires scène par scène. Et du coup, les personnes qui ont aimé le film, qu'est-ce que vous avez aimé dedans? Parce que du coup, parce que les gens vont croire qu'on a tous détesté alors qu'il y en a qui ont aimé. Donc, qu'est-ce qui vous a plu dans le film? C'est que scène par scène, il y a des choses qui vont pas. Après, dans la globalité, c'est un bon film de divertissement quand tu le regardes en tant que tel. Donc le film, moi, je l'ai bien aimé en tant que film de divertissement quand tu réfléchis pas trop au sujet, au thème, au machin. Mais dès que tu commences à l'analyser, enfin, c'est là où tu vois tous les trucs qui ressortent en fait. Toutes les petites erreurs, les petits machins, enfin, où ça te sort. Il y a très peu de moments où ça te sort vraiment. Où ça te sort vraiment du film. Il y a que moi l'épisode de Tom et Jerry au milieu là, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est ça et 2-3 blagues par-ci par-là, mais sinon après le film je l'ai bien aimé dans son ensemble. C'est quand il faut l'analyser et dire réellement qu'est-ce qu'il vaut en tant que film. C'est là où tu te dis ouais il y a quand même des trucs c'est un peu limite. Et en termes de divertissement pur, qu'est-ce qui t'a vraiment diverti dedans c'est un peu plus en détail, ça va être déjà tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est mise en scène et tout ça. Au niveau des combats aussi, c'est quand même assez dynamique. Il y a la musique qui joue un grand rôle aussi au niveau des émotions. Donc on en a pas trop parlé, mais le moment où justement il y a l'USS qui rejoint le vaisseau ennemi sur la Terre, en fait, il se cache donc sur Titan, donc une des lunes de Saturne. Et il y a une scène qui est magistrale où tu vois du coup l'USS. Je suis en train de mimer avec mes mains, je me rends compte que on me voit pas. C'est pas grave. Où tu vois du coup l'USS Enterprise sortir un petit peu de la poussière de Titan avec la musique du coup de Star Trek qui ressort bien comme il faut avec des bonnes basses et c'est vrai que ça en jette quoi. L'esthétique de ce film est vraiment elle est géniale. tout est à prendre, ouais.
l'esthétique, la sonorisation, les bruitages, les moindres petits bruitages, les tirs de phaser sont géniaux. Ah oui. Enfin bref, le tir, le vaisseau spatial, même les designs des vaisseaux spatiaux, le vaisseau de Nero, le méchant, Ouais. Il est impressionnant. C'est un monstre. comme dit Durandal sur YouTube, il a le chaos qui sort de partout, c'est monstrueux. Ah, Quand on ça, le c'est voit clair. arriver, on se dit mais what the fuck. Bon d'ailleurs, ça me fait Bah, me poser surtout la que c'est un question, c'est un travail vaisseau de d'échelle, en minage, je vois pas pourquoi il a des griffes d'acier partout, mais bon. c'est Oui, comme ça. voilà. Mais c'est pas grave. Mais c'est surtout que t'as un gros travail d'échelle en fait. Tu as du coup parce qu'au départ tu vois le vaisseau à partir. Non, tu vois les navettes à partir des humains. Tu vois que les navettes sont quand même assez conséquentes parce que c'est un peu des bus quoi. Tu vois après cette navette qui rentre dans le vaisseau et tu vois qu'elle est ridicule. Cette petite navette qui rentre dans le vaisseau. Et par la suite, tu vois le vaisseau qui est face au donc l'USS Enterprise qui est face au vaisseau ennemi et tu le vois, il est ridicule, il est tout petit, tu sais. Et c'était vraiment un travail d'échelle. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu fais oh, mais il est gigantesque ce truc. Tu sais même pas comment il fait pour avancer en fait. T'as un gros travail sur les échelles, sur la mise en proportion en fait. Et ouais, tout à fait. En plus, comme on disait, ce qui va être le point fort du film, ouais, c'est ça, les effets spéciaux, le côté action. Ce côté aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand il plonge justement dans l'atmosphère et tout ça, il y a ce côté silence où on n'a aucune musique, on a juste la puissance, en fait, la vitesse que tu ressens. On a aussi le côté gros zoom que fait J.J. Abrams par moment où en fait, il a l'air de filmer un décor et d'un coup, comme s'il se rendait compte qu'il y avait des personnages ou de l'action quelque part, il fait un gros zoom sur le mouvement, en fait, les personnes qui sont en mouvement. Mais voilà, après, dans le film, comme tu demandais, Dragor, c'est vrai que c'est le souci d'Abrams, c'est-à-dire que Abrams, quand il va reprendre des sagas comme Star Trek, comme Star Wars, comme même son film Super 8, qui vont être des films hommages à soit une génération pop, soit à des films qui ont déjà existé, en fait, il va vouloir tellement bien faire, qu'il va faire quelque chose de propre, mais presque trop propre. Et t'as l'impression que des fois, il va pas prendre de risques. Et c'est là où t'as semblé qu'on a parlé de choses mitigées, parce qu'au final, ce qu'il en ressort des avis, même de la plupart des avis des gens, c'est un film qui est de qualité. Cependant, on va lui chercher des défauts, forcément, parce qu'on s'attend à quelque chose d'encore mieux et on se dit que les petits défauts qu'il y a, c'est des choses qui pourraient être balayées, quoi. Les scènes d'humour, le côté un peu... Trek, qui est quand même vachement riche, Ah qui oui, a carrément, des valeurs assez fortes. Tu t'attends à quelque chose au niveau du film qui en ressort, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment ces thèmes qui ressortent bien du film, quoi. tout à fait. Par exemple, le personnage de Spock, l'idée, tu vois, qu'il soit rejeté par ses origines, qu'il doit se faire une place, mais cependant garder tu vois, ses racines et qu'en même temps, il ne doit rien montrer en émotion. Ça, c'est super intéressant à développer. Et quand à côté de ça, tu mets au même niveau le personnage de Kirk, c'est-à-dire deux personnages qui doivent, qui s'opposent, qui au final doivent après être ensemble, t'as le personnage de Kirk, tu comprends pas ce qu'il doit développer. Parce que tu sens que c'est un peu une tête brûlée, mais tu t'as pas l'impression que c'est par rapport à ce que son père a été, genre comme un héros qui s'est sacrifié pour le peuple, parce que personne lui rappelle dans le film, personne lui dit oh tiens, ton père il était comme ça, blablabla. Donc au final, on sait pas trop ce que ce personnage veut montrer ou ce qui doit justement, quel est son but en fait. Et Byron, toi qui en tant que fan de Star Trek a aimé le film, t'as des choses à rajouter sur ce qu'ils ont dit en positif? En positif, non, pratiquement tout a été dit. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est les références et les clins d'œil, que ce soit enfin, aux séries, aux films, même au clin d'œil à Star Wars, pour en revenir. Après, j'ai pas plus à ajouter que ce qui a déjà été dit, pratiquement. Moi, c'est vrai que je suis enfin, pour moi, comme je disais tout à l'heure, je suis très sur le visuel. Pour moi, le visuel, il joue beaucoup. C'est pour ça que je suis pas très fan de la série originale, puisque c'est forcément les effets spéciaux des années 60. Donc là, ça m'a permis de redécouvrir en fait l'histoire de Kirk et de son équipage, mais à notre époque, enfin avec les effets spéciaux pardon de notre époque. Donc j'ai plus apprécié le personnage, parce que ce que je disais à Rémi il y a cette semaine en off, je suis pas très fan du personnage de Kirk à la base. Donc là, franchement, ça m'a vraiment permis d'apprécier ce personnage. D'accord. Moi je trouve que enfin le personnage de Kirk, c'est pas du tout le même que celui de la série originale. Mais en même temps c'est logique parce qu'il a pas du tout le même vécu quoi. Il a pas, enfin,
Dans la série originale, son père est pas mort comme ça, donc ça a du sens. Mais du coup, ça, quelque part, ça fait pas découvrir Kirk, vu que c'est pas le même personnage. Et ça c'est, mais ouais, ok. Et du coup, ça explique pourquoi je l'ai pas aimé, parce que moi, le visuel, c'est un truc qui passe beaucoup au second plan quand je regarde des films ou des séries de manière générale. Donc forcément, si c'est les points forts du film, je suis passé à côté des points forts, quoi. Ça, C'est comme d'ailleurs ce qu'on disait sur l'émission précédente, c'est que tu vas avoir une première partie de séries, les premières séries Star Trek qui vont être pas forcément sur l'action ou les effets spéciaux, mais beaucoup sur les thématiques abordées. Là, ça va être super riche. Et par contre, peut-être les dernières séries qui là partent un peu plus sur le visuel, sur l'action, effets spéciaux, où il va y avoir un traitement, une histoire, quelque chose, mais et moins de thématiques abordées, quoi. Après, juste pour revenir sur le travail des tailles, la matière rouge, est-ce qu'elle apparaît quelque part dans la série ou est-ce que c'est une invention? c'est une invention. C'est une c'est un invention. concept totalement nouveau. Bon, déjà, juste un truc pour râler un petit peu, mais la matière rouge, en fait, c'est la matière noire. Mais c'est pas grave. C'était juste en fait pour éviter de dire que ça fait pas 21e siècle, mais basiquement c'est ça en fait, hein, c'est le même concept. Par contre, au niveau visuel, c'est très très impressionnant d'avoir cette petite goutte, parce que t'as vraiment le visuel sur la petite goutte en fait qu'ils mettent dans le tube, qu'ils envoient sur la planète, et tu vois le gigantesque du coup trou noir qui se forme dans la planète et qui avale la planète juste à cause de cette petite goutte. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'était une bonne trouvaille, ouais, je suis assez d'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé de Nero? Du personnage de Nero, Il est complètement con. Mais il fait très personnage cliché, parce que par rapport à ce qui s'est passé, ils auraient peut-être pu développer son personnage, par exemple, en mettant peut-être sa famille, tu vois, justement, désolé de faire encore le lien, mais dans Star Wars, le premier Star Wars qu'il a fait, lorsque l'ennemi détruit plusieurs planètes, tu ressens rien pour ces planètes parce que t'es pas à la place des gens qui tu les connais pas, tu sais pas ce qu'ils sont, machin et tout. Et là c'est le même souci avec cet ennemi du coup où sa planète a été détruite, c'est bien, mais il nous manque deux trois scènes en fait où on aurait présenté le personnage avec sa famille et tout, voir comment il a déraillé en fait. Alors que là on le présente directement déraillé. Et ça, c'est le souci, c'est que en fait, dans ces films comme ça, c'est qu'ils vont pas développer assez. J.J. Abrams, il va pas développer assez ses personnages. Il les traite juste en fait en en surface, et il va pas chercher à aller au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'en fait, ça aurait été super intéressant, quitte à le montrer après pour pas spoiler, mais que tu te dises qu'en fait, ce méchant, mais malgré qu'il soit méchant, presque je comprends un peu ce qu'il veut faire. Voilà. C'est difficile de s'attacher à un méchant, mais il y a beaucoup de films qui arrivent, et en effet, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait pour celui-là, parce qu'après, c'est un méchant lambda, quoi. C'est le souci, c'est des grosses sagas, c'est qu'ils n'arrivent pas à réaliser de méchants corrects, ou en tout cas très rarement. C'était un gros point fort de Star Trek. Un des trucs que j'aime beaucoup dans Star Trek de manière générale, c'est que les méchants sont vachement travaillés en fait. C'est même plus des antagonistes que des méchants, dans le sens où tu comprends leur motivation, tu te dis qu'ils ont raison en fait, c'est juste que leurs intérêts sont contradictoires avec ceux des héros, donc forcément ça se passe mal, mais c'est un truc que dans Star Trek de manière générale que j'aime beaucoup et qui est pas présent dans ce film. Mais sur Nero, moi ce qui m'a choqué, c'est vraiment sa motivation quand il explique. Il dit: vous n'êtes pas venu nous aider quand ma planète a été détruite par une supernova. Je sais pas si vous avez déjà eu des problèmes dans la vie. Est-ce que vous en avez, voulu à des gens qui sont même pas de votre pays, de pas vous avoir aidé, quoi? C'est super bizarre, non? Mais en fait, il sombre dans la folie totale du fait d'avoir perdu non seulement sa femme, sa famille, mais aussi toute sa race. Il devient complètement fou, il se lance ça devient une espèce de Don Quichotte qui voit l'ennemi partout. Ouais, mais du coup, il lui manque des scènes de présentation. En fait, il fait pas assez fou. Il est trop froid, en fait. Dans les scènes qu'il voit, tu sens pas qu'il est fou. Tu sens juste qu'il a envie de se venger. Ça aurait peut-être plus intéressant de le voir, je sais pas moi, mais comme un Joker, en fait. Tu vois, le mec complètement fou, qui pète un câble pour un rien. Tu vois, je pense que c'est le genre d'ennemi qu'il aurait fallu qu'il soit pour qu'il en ressorte un peu plus grand. Un peu plus iconique, quoi. Même sans aller jusque là, ils auraient juste changé une ligne quand il explique ses motivations. Si au lieu de dire je vais me venger parce que vous m'avez pas aidé,
qui a pas trop de sens. Il aurait pu dire simplement j'ai souffert, je veux que tout le monde souffre quoi. Et Oui, là on aurait vraiment ouais. été dans la folie, Ouais, et dans ouais. l'absurde, mais de l'absurde assumé quoi. Non, parce qu'en plus ça marche pas mal lorsque il explique que, enfin quand Spock explique que, mais justement, au lieu de le montrer par l'ennemi, Spock explique qu'il a laissé sur cette planète pour assister à la destruction justement de sa planète natale, là tu te dis ah ouais quand même le mec va assez loin et là t'as quelque chose de puissant qui ressort. Mais c'est vrai que ça Il s'arrête là. manquait Costen, ouais. T'en as pensé quoi toi Rémi du film en général ou même du traitement On t'a du pas méchant? trop entendu en fait. Hein. Oui, mais c'est parce que je suis là pour vous faire animer. C'est basé sur vos ressentis. Moi, j'ai vu le film à sa sortie au cinéma et j'avais pas du tout envie de le voir en fait quand j'avais vu les bandes annonces. Ça me donnait pas du tout envie et c'est un copain qui m'a dit ouais vas-y c'est bon, c'est du faux Star Wars, on s'en fiche, on va passer un petit moment et on va kiffer. Et quand on y est allé en fait, moi j'ai pris une espèce de peut-être pas une claque, mais j'étais tout le long du film, j'ai eu ce sentiment qu'il se passait quelque chose d'intéressant. Et quand on est sorti du cinéma, c'était totalement l'inverse. Mon copain était dégoûté, il m'a dit c'était de la merde, de la grosse merde. Et moi j'étais là, non mais il y a un truc vraiment très intéressant là-dedans. Et en fait enfin je sentais qu'il fallait creuser pour découvrir quelque chose, parce que sur le coup je me suis dit c'est pas possible que ce Star Trek là soit le Star Trek qui est connu depuis 50 ans, enfin 40 ans à l'époque. C'est pas possible que ce soit ça qui ait motivé les gens pendant aussi longtemps. Et il y a quelque chose qui doit être caché quelque part. Donc j'ai commencé à réfléchir. L'esthétique y est, elle est bonne. Le côté positif de l'humanité, même si voilà c'est une humanité positive mais légèrement sombre dans ce film, elle y est, on sent qu'il y a quand même quelque chose de bien qui se passe. Moi c'était vraiment sur du ressenti à l'époque, je pense que je viens de voir, comment tout le monde l'a dit, il y a quelque chose de très beau visuellement, un bon divertissement, un blockbuster quoi. Mais je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose de plus. Et c'est ce film, c'est mon premier point d'entrée dans Star Trek. Et je ne le regrette pas parce que, voilà, moi je garde comme certains trekkers gardent le premier film, The Motion Picture, en disant j'ai pas aimé le film mais je l'aime parce que il m'a permis de rentrer dans Star Trek. Mais moi Star Trek 2009, je sais qu'il est pas parfait, qu'il a beaucoup de défauts, mais je l'aime parce qu'il m'a permis de découvrir Star Trek. Contrairement, je crois, à un de nos commandeurs. Ouais, justement, parce qu'en fait, quand je parle de ce film, je suis pas du tout objectif parce que moi c'était le contraire. En fait, je l'ai vu en 2009, après sa sortie DVD. J'ai un copain qui me l'a passé comme ça, qui me l'a passé pour que je le regarde. Et donc à cette époque-là, je connaissais pas du tout Star Trek. Donc ça aurait pu être le moment où ça m'aurait donné envie, comme ça a fait pour notre présentateur, de regarder. Et en fait, pas du tout. En fait, il m'a pas du tout marqué. Mais vraiment pas quoi. Et à tel point que j'avais oublié l'avoir vu en fait quelques années plus tard. Et après je me suis mis à regarder Star Trek début 2013. Fin 2012 j'avais décidé que je m'y mettrais et puis je m'y suis mis début 2013, vraiment début 2013, en commençant par la nouvelle génération. Et ce qui m'avait motivé c'est que c'est con, j'avais regardé The Big Bang Theory où j'ai vu que c'était bourré de références à Star Trek et je me suis dit là il y a un truc à creuser par là. Et j'ai une amie fan de Star Trek qui arrêtait pas de m'en parler et qui m'a vraiment donné la sensation d'un univers très riche à découvrir. Moi c'est un truc que à la base j'adore les univers de fiction. Donc le Tolkien par exemple, voilà, même là, ou des trucs un peu moins connus comme Anne McCaffrey qui développe un univers super vaste et super riche. Et du coup j'ai commencé par The Next Generation. Et dès la première saison, j'étais à fond dessus et je me suis dit je vais regarder tout ce qui est sorti sur Star Trek le plus vite possible. Donc j'ai tout vu en 7 mois. Et en fait j'ai vu toutes les séries et après seulement j'ai commencé à regarder les films. Et c'est au moment où je me suis renseigné sur les films que je me suis aperçu qu'un film était sorti en 2009 et que je me suis rappelé que je l'avais vu quoi. Et je me suis dit bon bah ok, si je l'ai pas aimé, s'il m'a pas marqué à l'époque, que je m'en souviens quasiment pas, c'est peut-être parce que je voyais pas les références
que je voyais pas le rapport à Star Trek, et peut-être qu'il faut être fan de Star Trek pour apprécier le film. Et donc après avoir regardé les 10 films d'avant, je me suis mis à regarder celui-là, et en fait ça fait le contraire en fait. C'est-à-dire qu'en connaissant Star Trek, il y a plein de trucs qui m'avaient choqué sur le coup, qui m'avaient énervé. On en a parlé de quelques-uns, mais à l'époque en plus j'avais beaucoup aimé le sens du détail qu'il y a dans Star Trek. Et vraiment, je trouve qu'il y a un bon sens du détail, et du coup je faisais beaucoup attention aux détails. Et donc il y a plein de trucs qui m'ont sauté à la tête. J'avais écrit une liste à l'époque de ce que j'avais pas aimé dans le film. Maintenant je trouve que ça sert à rien de trop se concentrer sur les détails parce que les trucs sont différents, mais et je crois qu'il y avait une trentaine de points qui m'allaient pas par rapport à Star Trek quoi dedans. Ça fait beaucoup quoi. Et dans les films précédents, il y avait quelques trucs qui m'avaient choqué, mais il doit y en avoir un dans le film quoi. Alors que là c'était le festival. Puis après bon, je me suis un peu calmé. Effectivement, maintenant, voilà, je vais laisser parler un peu les autres parce que j'ai un peu, j'ai un peu fait mon monologue là. Non, mais Vas-y, 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 super vas-y. intéressant. Non, c'est très intéressant. On Ouais. parlera une fois, un jour, de nos ordres de visionnage, je pense. Bon, bah du coup pour parler de l'évolution de mon avis sur le film. Maintenant il me rend triste parce qu'en fait c'est le point de départ d'un truc qui. Alors je sais pas si c'est le premier film à avoir vraiment fait ça de manière générale, mais même dans le cinéma en général, c'est le point de départ de cette espèce de retour nostalgique sur le passé. Le film est super passéiste en fait. Dans Star Super Trek vite, jusqu'à présent, on avançait, le Star Trek avançait tout le temps. C'est-à-dire que même quand dans Enterprise, quand on repart dans le passé, on avance dans le sens où on construit quelque chose au niveau de l'univers. Et les films Star Trek avançaient toujours, on allait tout le temps vers le futur et dans l'avancée. Et là, c'est un retour vers le passé, c'est un retour, on reprend on reprend les personnages des années 60, on reprend le vaisseau des années 60. Il est très passéiste quoi. Et en fait, ça a initié un truc à la fois pour Star Trek qui arrête pas de tourner en boucle sur la série originale, sur ce qui s'est passé dans les années 60, et à la fois pour le cinéma en général où c'est plutôt les années 80 qui sont à l'honneur. Et j'ai l'impression que depuis ça, le cinéma et les séries ont tendance à être avancés à reculons quoi, et à se tourner vers le passé et pas trop vers l'avenir. Et du coup bah voilà, ça, du coup quand je revois ce film, je pense à tout ça et ça me rend triste. D'accord. Rémi ne s'en remet J'ai un pas. froid là, je suis Non, désolé. j'étais en train de noter. Non, je prenais des notes, excusez-moi. Je sais pas, quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter? Parce que j'ai reçu un message à lire sinon. Oui, vas-y, lis-le. Je sais de quoi tu vas Alors, parler. JP ne peut pas participer, mais il nous a envoyé un message, parce il parvient à écouter. Il dit, je le cite, fait intéressant, le film a été tourné durant la grève des scénaristes. Alors il n'avait pas le droit de modifier le scénario durant le tournage pour faire des corrections. Ça c'est quelque chose qui se fait très très souvent dans les films, on L'histoire, fait des pourquoi, corrections. au niveau des personnages et tout ça, ils sont peut-être un petit peu mal écrits ou que les blagues tournent pas bien et tout ça, tu vois. Oui, ou même les actions de Nero. Et d'ailleurs, il rajoute, les BD de IDW, Countdown et Nero réussissent à réchapper, à rattraper pour nos francophones français, à réchapper certains points. Cependant, après ça, tu vois juste les occasions manquées. Donc en fait, c'est toujours pareil, dommage de devoir apporter des informations dans un autre média, et on se dit, ben, on a raté quelque chose. Il y en a qui les ont lus parmi vous? Pas cela, non. Pas du tout. Non. En fait, moi, j'ai lu pour préparer le podcast. En fait, j'ai bien fait mes devoirs et j'ai lu Countdown to Darkness, donc la première BD dont il parle. J'ai pas lu Nero, par contre. Countdown to Darkness, c'est le préquel du film, en fait. Alors, ça se passe après le film Star Trek d'avant, Star Trek Nemesis. Donc, on voit, donc ça se passe au 24e siècle dans la timeline originale. Et on voit donc Spock qui est ambassadeur ambassadeur de la Fédération sur Romulus, qui prévient les scientifiques, qui dit attention, il y a une supernova super puissante qui débarque, qui va balayer l'Empire, et il faut faire quelque chose. Et moi j'ai des solutions à proposer. Et ils sautent de sa gueule, ils disent que c'est pas possible. Et du coup, mais il y a Nero qui le croit parce que lui il a vu. Quand il est dans son vaisseau de minage, alors en fait son vaisseau de minage au départ il ressemble pas du tout à ce à quoi il ressemble dans le film. Donc ça explique ce côté bizarre du vaisseau de minage qui a un look de poulpe monstrueux de l'espace. En fait il a plus une apparence de vaisseau de minage justement dans la BD.
Donc il va le voir et puis il dit bon bah puisque les Romuliens veulent pas qu'on fasse ça, on va aller chercher donc la matière rouge, ce qui est utile pour la solution de Spock, c'est la matière rouge. Il dit que qu'il va aller en miner quand même malgré l'interdiction, parce que le Conseil leur interdit carrément, d'après ce que j'ai compris, d'aller chercher de la matière rouge et d'aller utiliser cette solution quoi. C'est pas D'accord. seulement on veut pas s'en occuper, c'est vous le faites pas quoi. Donc ils y vont en douce pour en récupérer. Donc, et pendant qu'ils sont en train de le faire, ils sont attaqués par des Rémiens. Donc ils sont en fait pour ceux qui connaissent pas l'Empire Romulien, le cœur de l'Empire Romulien, c'est deux planètes jumelles, Romulus et Rémus. Et donc les Rémiens, c'est les habitants originels de Rémus. Et ils sont au centre de l'intrigue du 10e film, donc Star Trek Nemesis. Et du coup, ils sont obligés de s'enfuir, mais ils ont quand même récupéré enfin, ils se battent contre eux. Je sais plus trop ce qui se passe, ça n'a pas trop d'importance dans la suite de l'histoire d'ailleurs. Et donc, ils récupèrent le minerai qui sert qui en raffinant permet d'avoir la matière rouge. Et ils se disent, bah, puisque le Conseil pas voulu nous aider, on va aller voir les Vulcains et on va leur demander de nous aider. Puis les Vulcains, ils sont là, ouais, mais la matière rouge, c'est super dangereux. On veut pas que les Romuliens aient ça parce que c'est des ennemis. Et donc ils veulent pas non plus. Donc Nero il se dit bah tant pis on va le faire sans eux, on va le faire et puis voilà. Et Spock il lui dit non mais je vais réussir à les convaincre, t'inquiète pas, laisse-moi la matière rouge et puis je m'en occupe et puis retourne voir ta famille parce que bon il a sa femme sur Romulus. Et Nero il dit bon d'accord mais par contre si Romulus est détruit je considérais que c'est ta faute. D'accord, ok. Ouais, je vais peut-être. Ça, c'est le point le central de la BD, c'est que c'est censé expliquer les motivations de Nero. Mais ça pose un problème, c'est que dans le film, il y a quand même assez de matière rouge pour faire péter 2 planètes. Carrément. Même beaucoup plus, hein. Oui, beaucoup plus. et donc ils auraient pu simplement en prendre chacun de leur côté, quoi. Enfin, Oui. à la limite, il n'y avait pas besoin de tout laisser sur. Enfin, bon. Pour moi, c'est limite pire en fait, comme solution que le problème qu'il y avait à la base. Et du coup, donc Spock finit par réussir à convaincre le conseil de Vulcain d'aider les Romuliens. Et là, il y a c'est un peu le festival des caméos. Il y a Jean-Luc Picard qui débarque avec l'Enterprise E. Il y a j'ai passé plein de trucs dans la BD parce que bon, pas trop faire long, mais il y a Jordi Laforge, donc avec les cadets qu'on ne doit pas trop connaître. Enfin si, Non. c'est celui qui a le visor dans La Forge. qui a conçu un vaisseau ultra rapide, c'est le vaisseau qu'a Spock dans le film en fait, D'accord. qui devrait permettre à Spock d'arriver à temps pour arrêter la supernova. Donc ils finissent les préparations du vaisseau parce que le vaisseau est pas tout à fait terminé. Et puis Spock part avec pour aller à la supernova et il arrive trop tard, c'est détruit. Enfin, il arrive trop tard pour sauver Romulus, mais pas trop tard pour arrêter la supernova, parce qu'en fait, elle continue à s'étendre, elle allait détruire Vulcain et toute la galaxie et l'univers et je sais pas quoi d'autre. Et après, bah du coup, ça se finit sur la scène du flashback qu'il y a dans le film, où quand Spock fait la fusion mentale pour expliquer Oui. l'histoire. Et donc, il y avait, en plus de toute la matière rouge qu'il y a dans le film, il y en avait encore assez pour détruire la supernova. Du coup, c'est vraiment qu'il y avait beaucoup de matière rouge, quoi. Et je trouve que ouais, cette BD, elle explique des choses, mais en expliquant ces choses-là, elle apporte plus de problèmes que de solutions finalement. Donc c'est assez dommage, sachant qu'en plus, je trouve ça, enfin jusqu'à présent dans Star Trek, moi j'avais jamais eu besoin d'aller lire une BD pour comprendre ce qui se passe dans un film ou une série, quoi. Donc c'est un peu dommage aussi ça, ce concept. Bah, c'est un petit peu la même chose qui s'est passé justement avec Star Wars 7, où il y avait tout le scénar qui était expliqué en fait dans des comics ou des BD de comment on en est arrivé là, quoi. C'est exactement le même syndrome. Et identique aussi dans le dernier Alien, où t'avais une vidéo YouTube qui te présentait l'équipage. Alors ça c'est encore pire, Ouais. je trouve. Mais en fait ça c'est le problème de vraiment l'industrie du cinéma qui essaie de s'inventer de nouveaux trucs avec des produits dérivés et tout ça qui complètent l'histoire, de faire du cross-média. Ouais, c'est ça, du cross-média. Mais ils le font de façon mercantile et pas forcément pensé pour que ça aille ensemble. Au lieu de faire du cross-média qui fonctionne tout seul et qui s'ajoute, en fait, ils font des choses où il faut avoir tout vu ou tout lu pour comprendre réellement l'histoire, quoi. Pour parler de comprendre, pour ne pas la trouver débile justement, enfin Ouais. j'y vais un peu fort, mais il y a un peu ce côté-là, quoi. Mm.
Alors que c'est vrai que le cross-média, quand justement quand c'est bien fait, c'est génial, quoi, parce que tu peux enrichir ta connaissance de l'œuvre, mais t'es pas obligé, quoi. Et Ça. ouais. Bah, ce qui a été fait avec Star Wars pendant des années, avec les bouquins, les comics et tout ça, qui étaient aux alentours de la prélogie et de la trilogie. Et du coup, l'univers étendu était vraiment étendu, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de cet univers-là pour savoir pourquoi Han Solo est un rebelle, quoi. C'est un rebelle, on a très bien compris pourquoi. Et d'ailleurs, cette petite pensée, les aventures des Ewoks, merci de m'avoir ramené ça. J'aime beaucoup ce film. Mais de rien. Ah, j'ai trouvé quelqu'un Sans d'autre qui aucun aime ce niveau. film. Non, Ouais. non, c'est vrai, moi, j'aime beaucoup aussi. Le numéro 2 est génial. Et, tout le monde les déteste, Bon. mais ouais, je passe un bon Oui, moment. réhabilitons les aventures des Ewoks. Je pense que on arrive à la conclusion de cette émission. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose de plus à dire sur ce film, Byron, un petit dernier message à propos de Star Trek 2009? Non, je veux pas plus que ça. Non, j'ai pas plus à dire. Ah, ok, Dragor? Non, c'est bon, j'ai déjà beaucoup parlé. Je pense que j'en ai assez dit. Ouais. Les cadets, Renaud, tu aurais un dernier coup de glaive? Non, là tout a été dit. Après voilà, ça reste quand même un bon divertissement, donc c'est à conseiller, oui. Ok, Charles? Oui, bah la même chose que Renault, un très bon divertissement que je conseillerais, mais à voir qu'une seule fois, pas à revoir 2 fois d'affilée, parce qu'on c'est là où on voit tous les détails qui dérangent en fait. Ok. Voilà. Allez, c'est parti pour la dernière question que je vais poser à mes cadets. Apparemment, bon, vous avez un avis plutôt mitigé négatif sur ce film. Est-ce que il vous a quand même, est-ce qu'il continue est-ce qu'il vous a complètement fait tourner le dos à Star Trek, ou vous aurez quand même envie de continuer de découvrir cet univers? Ah bah oui, on ça vous a- abandonne là. Ça On vous a t'abandonne. totalement Au revoir. refroidi? Non, après je trouverai d'autres personnes. Ah, on est remplaçable. Ah bah merci. Ah bah merci. Surtout toi. Oh bah oui, bien sûr. Cette C'est le fois-ci, meilleur on- moyen de les faire fuir, en fait. Cette fois-ci, Rémi alors indique sur le contrat de la nouvelle personne qu'il ne sera pas payé. Il passe pas à voir. Non, mais Non. par exemple, est-ce que vous auriez envie d'aller voir le film suivant, Star Trek Into Darkness, ou vraiment ça vous a donné une douche froide? Alors moi, ça m'a pas donné une douche froide. C'est le fait de l'analyser où j'ai vu les défauts ressortir. Mais c'est vrai que lors de mon premier visionnage, j'ai passé un bon moment. Donc bah, j'espère que ça sera au moins la même chose que pour le premier visionnage. J'apprécie le prochain film. Et pareil que Absol, quand tu dis mitigé négatif, non, moi je serais quand même plus mitigé positif, hein. C'est vrai qu'on l'a traité, donc forcément on l'a plus étudié, on cherche les petits détails qui ne conviennent pas, mais dans l'ensemble, non, c'est plutôt mitigé positif, hein. Je tiens à le dire quand même, enfin en tout cas pour ma part. Et non, après oui, sautons, plongeons même dans ce prochain film qui est Star Trek Into Darkness. Et puis espérons être payés. Oui. Non Dans tes rêves. Eh, merde. Ok, bon, ben si personne d'autre n'a quoi que ce soit à rajouter, je vais enchaîner avec la fin de l'émission. Très chers auditeurs, n'hésitez pas à commenter, à nous partager vos points de vue, tant sur le film Star Trek 2009 que sur cette émission. Tout avis est bon à prendre. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une vie longue et prospère. On se retrouve bientôt pour la suite de vos aventures. Bonne nuit, jour, je sais pas. À bientôt. À chaque fois je rate mes fins. La fin toute pourrie, quoi. Ah oui, et restez à l'écoute, car j'ai une petite surprise pour vous bientôt. Allez, ciao. Ciao à tous. Salut. Salut. Crapa. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls.